Un père emmène son fils chez le coiffeur et appelle la police après avoir vu ce qu'il y avait sur la tête du garçon. Les carillons lointains de la cathédrale du Saint-Nom résonnaient par intervalles solitaires, se faufilant à travers les vitres embuées d'un petit salon de coiffure niché au coin de Clark Street. L'endroit affichait le charme désuet d'une époque révolue. Au-dessus de sa porte, la cloche tintait doucement à l'ouverture, annonçant l'arrivée d'un familier. Lucie leva les yeux de la réception. Un homme grand entra, mince mais d'une posture solide, vêtu d'un manteau gris foncé usé. D'une main, il serrait les doigts d'un petit garçon. C'était Samuel, un client régulier, quoique peu chaleureux. À ses côtés marchait Daniel, pas plus de 8 ans, maigre, sa silhouette frêle presque engloutie par les manches trop grandes de son pull qui lui dépassaient largement les mains. « Bonjour », salua doucement Lucie. Samuel hocha brièvement la tête. Sans sourire, sans un mot. Son regard parcourut la pièce d'un air calculateur avant de pousser Daniel sans un mot vers la chaise vide devant le miroir du milieu. Il suffit de les couper court, de raser le cou et de les garder hors de ses yeux. Lucie s'approcha et regarda Daniel. Le garçon resta silencieux. Il était assis, les épaules affaissées, les cheveux retombant sur sa nuque, gras et emmêlés par endroits comme s'il n'avait pas vu d'eau ni de savon depuis bien trop longtemps. Sa peau était pâle, presque grise, et des cernes marquaient ses yeux. Il évitait complètement le miroir. « Salut Daniel. Comment vas-tu aujourd'hui, mon chéri ?» demanda Lucie chaleureusement. Il haussa les épaules, bougeant à peine. Tandis qu'elle drapait délicatement la cape de coupe sur ses épaules étroites, Lucie remarqua un léger tremblement dans ses mains. Ses doigts étaient rouges et gonflés, plusieurs ongles cassés, rongés à même la peau certains comme s'ils avaient été violemment griffés. Une odeur étrange persistait, subtile mais désagréable. Difficile de dire si elle provenait des cheveux du garçon ou de son cuir chevelu. Lucie prit ses ciseaux et commença à couper avec une lenteur et une précision méticuleuse. Mais en soulevant les cheveux de sa nuque, elle se figea soudain. Sous la fine couche de poils se trouvait une plaie, large et enflammée. D'un rouge vif, les bords pelaient, suintaient du pus jaune, et la peau tout autour était écorchée, meurtrie, à vif au point de saigner. Une odeur âcre et caractéristique d'infection lui emplissait les narines. « Oh mon Dieu !» murmura Lucie, essayant de calmer sa respiration. Daniel tressaillit à son ton, levant instinctivement la main pour la gratter, mais Lucie lui attrapa délicatement le poignet avant qu'il ne puisse le toucher. Le garçon fronça les sourcils. Il baissa les yeux, les lèvres pincées, sans rien dire. Derrière eux, Samuel se tenait les bras croisés, les yeux rivés sur son téléphone. Lucie se tourna vers lui. « Monsieur Samuel, ce n'est pas normal. Cette blessure est gravement infectée. L'avez-vous emmené chez le médecin ?» Samuel ne leva pas les yeux. « Juste une éruption cutanée. Les enfants se grattent tout le temps. Ce n'est pas juste une éruption cutanée. Du pus s'écoule, c'est infecté, ça pourrait se propager. » Il soupira en secouant la tête, agacé. « Mademoiselle Lucie, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour un diagnostic. Juste pour une coupe de cheveux. » Lucie se mordit la lèvre. Elle regarda de nouveau Daniel. Il était raide sur sa chaise, les poings serrés. Une croûte de pus s'ouvrit tandis qu'elle la tamponnait délicatement avec un linge humide. « Est-ce que ça fait mal, Daniel ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon secoua la tête, mais ses yeux étaient rouges. « Papa a dit, si je pleure, j'aurai des ennuis, » murmura Daniel, les yeux toujours baissés. La main de Lucie tremblait. Sa voix tremblait. « Monsieur Samuel, je suis sérieux. Vous devez l'emmener chez le médecin. C'est de la négligence médicale. C'est dangereux. » Samuel souffla, l'irritation montant. « Et voilà. Toi et ton besoin de t'en mêler. Je te l'ai dit, ce n'est pas grave. J'applique une pommade dessus. Je lave à l'eau salée. Ça guérit naturellement. » Lucie baissa la voix, essayant de rester calme. « Tu es son père. Comment peux-tu être aussi négligent? Regarde ses mains. Regarde les cernes sous ses yeux. Il n'a pas dormi, n'est-ce pas? » Daniel ne dit rien, mais ses poings se resserrèrent encore plus. À ce moment précis, la porte s'ouvrit à nouveau. Un visage familier apparut, Madame Eleanor Morris, une cliente régulière d'une 60aine d'années. Elle entra et resta figée devant le spectacle qui s'offrait à elle. « Lucie, que se passe-t-il? Ce petit garçon n'a pas l'air d'aller bien. »
Lucie la regarda, puis se tourna vers Samuel. Tu peux attendre ici pendant que je finis sa coupe? Je vais appeler quelqu'un. S'il te plaît, pour Daniel. Samuel se redressa brusquement. Sa voix s'éleva, aiguë et menaçante. Tu essaies de t'immiscer dans ma famille maintenant? Je suis son père. Je peux prendre soin de lui. Prends soin de toi. La voix de Lucie se fit ferme. On dirait que ce garçon souffre de cette blessure depuis une semaine. Tu comprends seulement le risque de septicémie? Lucie? La voix de Samuel faillit crier. Éléanor recula, surprise. L'air dans la boutique se tendit, comme un fil de fer tendu. Daniel se recroquevilla sur sa chaise, toussant doucement, le souffle sifflant. Lucie inspira profondément, puis se détourna. Doucement, elle sortit son téléphone de sa poche et tapa un court message. Possible négligence médicale envers un enfant. Au magasin. Venez vite. Elle l'a envoyé à Carlos, son ami et un policier local. Samuel a capté le mouvement. Tu viens d'appeler quelqu'un. Lucie lui fit face directement. Si tu n'emmènes pas Daniel à l'hôpital, je le ferai. Ne te prends pas pour une imbécile, Lucie. Tu n'es qu'une coiffeuse. Ne fais pas semblant de savoir quoi que ce soit. Et vous, dit-elle d'une voix calme mais sèche, vous êtes un père qui ignore une menace sérieuse pour la vie de votre enfant. Le magasin devint silencieux. Éléanor s'appuya contre le mur, tendue. La sonnette retentit à nouveau. Carlos entra, vêtu de sa veste de police. Son regard parcourut la pièce. Samuel Jenkins, demanda-t-il d'une voix ferme. Samuel se retourna et recula. Je n'ai rien fait de mal. Mon enfant a une éruption cutanée, c'est tout. N'exagère pas. Carlos s'est approché de Lucie. Puis-je jeter un œil? Elle hocha la tête et souleva doucement les cheveux de Daniel. Le visage de Carlos s'assombrit. L'enfant présente des signes d'infection cutanée aiguë. Il a besoin de soins médicaux immédiats. Je vous suggère de coopérer. Samuel grogna, bas et amer. Vous pensez que vous pouvez simplement prendre mon enfant? Lucie posa une main sur l'épaule tremblante de Daniel. Personne ne veut prendre qui que ce soit, Samuel. Mais si tu ne fais pas ce qui est juste, quelqu'un d'autre le fera. Daniel se mit à trembler plus fort. Ses joues rosirent, son front ruissela de sueur. Il se pencha en avant, les yeux mi-clos. Papa. Murmura-t-il faiblement. Je me sens mal. Carlos a immédiatement sorti son téléphone et a appelé les services d'urgence. Nous avons besoin d'une ambulance au salon de coiffure Lucie, rue Clark. Garçon de 8 ans. Forte fièvre. Grave infection cutanée. Lucie enroula ses bras autour du garçon alors qu'il frissonnait. Tout va bien, ma chérie. Je suis là. Je ne te laisserai plus souffrir. Daniel ne répondit pas. Il se pencha simplement vers elle, les yeux fermés. Samuel ne dit rien. Il parcourut la pièce du regard, cherchant une issue. Mais Carlos se tenait fermement sur son chemin. Lucie resta aux côtés de Daniel tandis que les ambulanciers arrivaient, apportant une civière. Le garçon gisait inerte, le front trempé de sueur. Une infirmière, Isabelle, s'est penchée pour vérifier sa température. Forte fièvre, murmura-t-elle. Lucie serra sa main froide et fragile. Carlos se tourna vers Samuel, la voix sévère. Vous devez coopérer. La vie de votre fils est en danger. Samuel sortit brusquement sa main de la poche de son manteau, les yeux brillants. Je te l'ai dit, ce n'est qu'une légère fièvre. Les enfants tombent malades tout le temps. Tu me traites comme un criminel. L'infirmière Isabelle grimaça en examinant la plaie. C'est plein de pus. Environ 5 cm de large. L'épiderme se détériore. Il souffre depuis des jours. Lucie ne put plus se retenir. Elle se tourna vers Samuel, les yeux flamboyants. Tu sais combien de fois il s'est griffé jusqu'au sang? Je viens de lui arracher cet ongle cassé. Samuel serra les poings. J'ai été très occupé. J'ai mis de la pommade dessus. Du dentifrice. Du baume au menthol. Les internautes disent que ça aide à désinfecter. Carlos secoua la tête et sortit son carnet. Qu'avez-vous utilisé exactement? Vous ne l'avez pas emmené chez le médecin pendant 10 jours.
Avez-vous utilisé des antibiotiques? Non, rétorqua Samuel. Pas d'antibiotiques. Ce sont tous des poisons chimiques. Je ne fais pas confiance aux médecins. Ils ne font que vendre de la drogue. Lucie était tellement en colère qu'elle pouvait à peine parler. Éléanore, toujours près de la porte, s'avança et laissa échapper. Quel genre de père est-ce? Sans cœur? Samuel se tourna vers elle, les yeux plissés. J'élève mon enfant. Qu'est-ce que tu en sais? Rétorqua-t-elle. Je m'en fiche, dit Éléanore sans détour. Regarde le gamin. Il a peur, recroquevillé comme un chat battu. Tu crois que personne ne voit ça? Un jeune ambulancier barbu, Luc, intervint. Nous devons le transporter immédiatement. Si nous ne traitons pas l'infection dans les 2 heures, il y a un risque réel de septicémie. Lucie se pencha et caressa les cheveux de Daniel. Puis-je venir avec toi, chérie? Daniel murmura sans ouvrir les yeux. Si papa me le permet. Lucie se tourna vers Samuel, son regard dur comme l'acier. J'y vais. Il a besoin de quelqu'un avec lui. Tu as le choix, venir avec nous ou rester ici et laisser la justice décider. Carlos est intervenu et l'a interrompu. J'accompagne Lucie et le garçon à l'hôpital. Monsieur Samuel, je veux que vous restiez pour que nous puissions recueillir votre première déposition. Samuel secoua la tête, mais Carlos parlait déjà dans sa radio. Centrale, envoyez une patrouille au 27 rue Clark. Nous avons un adulte récalcitrant sur place. Lucie suivit la civière vers l'ambulance. Éléanore lui toucha doucement le bras. Lucie, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je connais un médecin à l'hôpital, merci. Appelle-moi quand tu veux. Lucie hocha la tête en guise de remerciement et monta dans le véhicule. Daniel siffla, la bouche ouverte comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Luc boucla les sangles de la civière, puis la regarda. Es-tu sa mère? Lucie secoua la tête. Non, je suis juste coiffeuse. Luc n'insista pas davantage, mais ses yeux montraient clairement qu'à cet instant, pour Daniel, elle était bien plus que cela. À l'intérieur de l'ambulance, Isabelle a posé une perfusion et administré la première dose d'antibiotiques. Sa réaction est faible. Son corps est épuisé, murmura-t-elle à Lucie. Lucie tenait la main de Daniel, qui tremblait légèrement. Tu peux te reposer maintenant, ma chérie. On y est presque. Le garçon secoua doucement la tête, les lèvres serrées. Une larme coula du coin de son œil mi-clos. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû me salir la tête à ce point. Le cœur de Lucie se brisa. Elle ne pouvait plus parler. Au commissariat, Carlos a conduit Samuel dans une salle d'interrogatoire douce. L'agent Marie Vance, une femme aux cheveux courts et à l'expression sérieuse, était déjà présente pour apporter son aide. Monsieur Samuel, commença-t-elle, vous êtes actuellement soupçonné de négligence médicale sur mineur. Vous avez le droit de garder le silence et d'être assisté d'un avocat. Samuel fit un signe de la main. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je suis juste un père célibataire. Je ne peux pas me permettre de courir à l'hôpital chaque fois que mon enfant tousse. Marie a ouvert un ordinateur portable et a tapé rapidement. Mais tu peux te permettre d'acheter des médicaments non vérifiés sur Internet? Et pas d'antibiotiques dans une clinique gratuite? Et même pas de l'emmener dans un centre de santé public? Samuel haussa les épaules avec un rire amer. Tu crois que je veux ça? J'ai perdu mon travail. Je n'ai personne. Sa mère est partie. C'est juste moi qui essaie de me débrouiller. J'utilise ce que j'ai. Carlos joignit ses mains sur la table. Ce n'est pas une question de pauvreté. C'est une question de déni et de négligence. Votre fils est aux urgences. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrête pas de se gratter à cause de l'infection. Samuel frappa la table de sa main. Je ne lui ai pas fait de mal. Je ne l'ai pas battu. Je suis juste fatigué. Je ne sais pas comment être père. Marie le regarda un long moment, puis parla doucement. C'est exactement pour ça que les gens demandent de l'aide. Mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, les choses sont allées trop loin. À l'hôpital Merci, les urgences étaient remplies du bruit des machines et de l'odeur âcre du désinfectant. Daniel fut amené au service de dermatologie pédiatrique. Un médecin, Matthew Harris, la cinquantaine,
portant d'épaisses lunettes et une voix calme et grave s'approcha de Lucie. « Tu as amené l'enfant » Lucie hocha la tête. « J'ai remarqué la blessure en lui coupant les cheveux ce matin. » Il n'avait reçu aucun soin. Le visage du docteur Matthew devint sévère. Il souffre d'une cellulite de stade 2. Si elle n'avait pas été traitée dans les 24 heures, elle aurait pu entraîner une infection systémique, une nécrose ou des complications internes. Les jambes de Lucie s'affaiblissaient. Oh mon Dieu! Nous avons commencé 4 antibiotiques, des perfusions, et il est sous étroite surveillance. Il est faible, mais son cœur et ses poumons sont stables. Heureusement, vous l'avez amené juste à temps. Isabelle, l'infirmière de l'ambulance, s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille du médecin. Il hocha la tête, puis se tourna vers Lucie. Il faudra prévenir la protection de l'enfance. Êtes-vous un proche? Lucie secoua la tête. Non, mais je ne peux pas le laisser seul. Daniel était allongé dans son lit d'hôpital, les yeux à peine ouverts. Quand Lucie s'approcha, il murmura. Je suis désolé. Je te promets de ne plus salir l'oreiller. Lucie se pencha et lui prit la main. Daniel, tu n'as pas à être désolé. Ce n'est pas ta faute. Daniel ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Lucie est restée à ses côtés, même lorsque l'infirmière lui a demandé de partir. Je reste, dit-elle, jusqu'à ce qu'il arrête de penser qu'il doit s'excuser d'avoir mal. De retour au commissariat, Marie reçut un appel de l'hôpital. Elle se tourna vers Carlos. L'hôpital a confirmé qu'il était proche du choc septique. Une intervention médicale d'urgence est en cours. L'affaire répond aux critères de poursuite pour négligence envers un enfant. Carlos hocha la tête. Je vais préparer le dossier. Nous devrons également contacter la protection de l'enfance pour désigner un tuteur temporaire. Samuel était assis, affalé, la tête baissée, dans la salle d'interrogatoire. Pour la première fois ce matin-là, il n'avait rien à dire. L'après-midi s'éternisait à l'hôpital Merci. Dehors, le ciel était gris et les premières gouttes de pluie claquaient contre les grandes fenêtres du service pédiatrique. À l'intérieur, les lumières blanches et froides se reflétaient sur le petit visage de Daniel, désormais somnole sous les puissants analgésiques et antibiotiques. Son corps était enveloppé dans des couvertures, mais il frissonnait légèrement. Lucie était assise à son chevet, épuisée mais bien réveillée. Elle n'avait jamais vu un enfant endurer autant de souffrance dans un tel silence. Quelque chose dans le regard de Daniel l'empêchait de rester immobile. Ce n'était pas de la pitié. C'était une colère profonde et brûlante contre Samuel et contre un monde qui laissait une telle chose se produire sans intervenir. La porte s'ouvrit. Carlos entra, en civil, l'air de quelqu'un qui sortait d'une réunion difficile. « Lucie, dit-il doucement, je dois te donner des nouvelles. » Elle s'est levée. « Comment va-t-il ? Le médecin a-t-il dit quelque chose de nouveau ? Son état est temporairement stable, mais il faudra le surveiller de près ces prochains jours. » Carlos marqua une pause, puis ajouta. « Nous avons interrogé Samuel plus en détail. Il maintient que ce n'était pas intentionnel. Mais les services de protection de l'enfance étudient une demande de suspension temporaire de la garde. » Lucie hocha lentement la tête. « Il mérite bien plus que ça. » Carlos jeta un coup d'œil à Daniel endormi. « Je sais. Mais tout doit suivre la procédure légale. Les enfants méritent d'être protégés, mais les adultes ont aussi droit à une procédure régulière, quel que soit leur statut. » Lucie serra les poings. Ce garçon n'a pas besoin de procédure judiciaire. Il a besoin de quelqu'un qui l'aime. Carlos soupira. Savez-vous s'il y a une famille qui pourrait prendre sa garde provisoire? Savez-vous quelque chose sur sa mère? Non. Samuel a dit qu'elle était partie il y a longtemps. Je ne connais même pas son nom, je ne l'ai jamais rencontré. Lucie fronça les sourcils. Et ta famille élargie? As-tu vérifié? On est en train de faire les démarches, répondit Carlos. On a trouvé une ancienne adresse à Springfield. Il semble que la sœur de Samuel y habitait. Sa sœur? Oui. Je m'appelle Margaret Jenkins. La quarantaine. On essaie de la joindre. Lucie regarda Daniel. Espérons qu'elle s'en soucie toujours. Carlos a ajouté. Un agent de la protection de l'enfance viendra ce soir. Il voudrait vous poser quelques questions. Pouvez-vous rester ici jusqu'à son arrivée? Bien sûr,
répondit Lucie sans hésitation. Je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr que Daniel est en sécurité. Carlos posa une main sur son épaule. Merci. Tout le monde n'aurait pas fait ce que vous avez fait. Ce soir-là, une assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance arriva, Béatrice Thomas, 35 ans environ, cheveux noirs bouclés, lunettes rondes et une petite tablette à la main. Elle était accompagnée de Peter, un infirmier grand et silencieux, qui observait la scène. « Je suis Béatrice. »« Je suis Béatrice, » dit-elle doucement, avec un léger sourire en s'approchant de Lucie, des services de protection de l'enfance. « J'aimerais vous poser quelques questions, si vous le souhaitez. » Lucie hocha la tête, se tenant de manière protectrice près du lit de Daniel. « Bien sûr. Posez toutes vos questions. Je ne vais nulle part. » Béatrice tapota quelque chose sur sa tablette, puis leva les yeux. « Pouvez-vous me dire comment vous avez pu trouver Daniel dans cet état ?» Lucie prit une inspiration, sa voix tremblant légèrement. « Je lui coupais les cheveux ce matin, il vient de temps en temps, toujours calme et poli. Mais aujourd'hui, j'ai vu les plaies sur sa nuque, les démangeaisons, la fièvre dans ses yeux. J'ai su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai amené ici. Avez-vous déjà vu des marques ou des signes d'abus auparavant ?» Lucie hésita. « Pas comme ça. Peut-être qu'une ou deux fois, il a semblé, distant, renfermé. Mais je pensais que c'était juste un foyer difficile. Je ne savais pas que c'était si grave. » Béatrice hocha la tête, son visage indéchiffrable. « Et vous n'avez aucun lien de parenté avec la famille ?» ?»« Non, » dit doucement Lucie. « Mais je tiens à lui. Et je ne le laisserai pas retourner dans un endroit où cela a été possible. » Il y eut un long silence, interrompu seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque. Daniel remua légèrement, mais ses yeux restèrent fermés. Béatrice jeta un coup d'œil vers l'infirmière, puis vers Lucie. « Nous cherchons un tuteur temporaire. Il est possible qu'une tante soit bientôt retrouvée. En attendant, je recommanderais que Daniel ne soit pas remis sous la garde de son père. » Lucie déglutit difficilement, ses doigts se resserrant autour de la main de Daniel. « Bien. » Peter, l'infirmier, s'avança et vérifia les constantes de Daniel sans un mot. Puis il fit un bref signe de tête à Lucie. Il ne dit rien, mais quelque chose dans son regard lui dit qu'il était d'accord avec tout ce qu'elle avait dit. Carlos est rentré dans la pièce, tenant un dossier en papier craft. « Je viens de raccrocher avec la police de Springfield. Ils ont trouvé Margaret Jenkins. Elle est disposée à parler et se souvient de Daniel. Elle est en route, elle devrait arriver demain matin. » Lucie expira, sans même se rendre compte qu'elle avait retenu son souffle. « Est-ce qu'elle va le prendre ?»« C'est ce qu'on verra bien, » répondit Carlos. Elle avait l'air, surprise. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Samuel depuis des années. Mais elle a demandé si le garçon allait bien. C'est bon signe. Lucie baissa les yeux vers Daniel. Sa respiration était plus régulière. Une légère rougeur était revenue sur ses joues, mais sa petite silhouette semblait toujours perdue dans son lit d'hôpital. « Elle est de son sang, mais elle ferait mieux de l'aimer comme il faut, » dit doucement Lucie. Carlos croisa son regard. « Si elle ne le fait pas, on trouvera quelqu'un qui le fera. Il n'est plus seul. » Une pause s'installa entre eux. Alors Béatrice parla, d'une voix mesurée et ferme. « Si Margaret s'avère inapte ou réticente, et que vous souhaitez vraiment rester impliqué, il existe une procédure. Ce n'est pas simple, mais je pense que vous seriez un formidable défenseur de cet enfant. » Lucie cligna des yeux. « Tu veux dire, comme une famille d'accueil ? » « Je parle de tutelle, » dit doucement Béatrice. « Avec du temps et une autorisation légale. Mais pour l'instant, il a besoin de gens comme vous. » Lucie sentit une tension dans sa poitrine. Elle regarda Daniel, puis de nouveau Béatrice, et finit par hocher la tête. « Alors dis-moi ce que je dois faire. » La pièce s'est plongée dans un silence absolu, celui qui suit l'orage et le ciel qui hésite entre pleurer et se dégager. Dehors, la pluie s'était mise à tomber plus fort, tapant contre la fenêtre comme un métronome discret. À l'intérieur, Lucie était assise aux côtés de Daniel, non plus seulement coiffeuse, ni encore gardienne, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de féroce, de protecteur, enfin éveillé. Et Daniel, bien que endormi, semblait le sentir. Ses doigts tremblaient dans les siens. Son front, froncé depuis des jours, s'adoucit légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas complètement seul.
Elle s'est présentée en serrant la main de Lucie. Nous avons été informés du cas de Daniel, j'ai besoin de vous poser quelques questions à ce sujet ce matin. Lucie raconta tout, depuis le moment où Samuel est entré dans le salon de coiffure, jusqu'à son comportement étrange, jusqu'à la blessure à la tête de Daniel et enfin, les paroles fragiles du garçon. Béatrice prit des notes, hochant lentement la tête lorsque Lucie se souvint que le garçon avait dit « Je suis désolé d'être malade ». « Pouvez-vous confirmer ces mots exacts » demanda Béatrice. « Pas qu'une fois » dit doucement Lucie. Il a aussi dit « Papa a dit que si je pleurais, j'aurais des ennuis et que je ne salirais plus l'oreiller. Il pense que c'est de sa faute s'il souffre. » Béatrice soupira, ses yeux fatigués derrière les lunettes s'adoucissant. « J'ai entendu tellement d'histoires de ce genre, mais c'est toujours plus facile. Les enfants ne devraient jamais se sentir coupables d'exister. » Lucie se mordit la lèvre, la voix basse. Il y a tellement de signes que Samuel ne sait pas comment prendre soin de lui. D'accord, dit Béatrice, et il est très possible qu'il ait été négligé pendant un certain temps. Pierre parla enfin, sa voix grave, lourde de colère contenue. Les voisins l'ont également confirmé. Une femme âgée nommée Dorothy, qui habite en contrebas de Samuel, a dit qu'elle entendait souvent Daniel pleurer la nuit, mais que personne ne le réconfortait jamais. Lucie hocha la tête, son visage pâle à cause du souvenir. Un jour, j'ai vu ce garçon debout, seul, devant une pharmacie. Ses mains étaient couvertes d'égratignures. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a répondu, « Papa m'a dit d'attendre ici. » Personne n'est jamais venu. Béatrice resta silencieuse un instant, puis dit, « Nous allons demander une suspension temporaire de la garde, le temps de vérifier les liens familiaux. L'enfant sera placé sous la protection du centre de protection de l'enfance de la ville. » Non, répondit immédiatement Lucie, la voix tendue. S'il vous plaît, ne l'envoyez pas dans un hôpital. Béatrice fronça les sourcils. Madame Lucie, ce n'est pas que je ne fais pas confiance au centre. Lucie l'interrompit, désespérée. Mais le garçon a peur. Il est profondément blessé. Si vous le mettez au milieu d'inconnus, sous des néons froids et des enfants qui pleurent la nuit, il va craquer. Béatrice la fixa longuement. Tu n'es pas de ma famille. On ne peut pas le laisser rester chez toi. Lucie baissa la voix, les yeux suppliants. Alors au moins, s'il vous plaît, laissez-moi rester avec lui à l'hôpital pendant les prochains jours, jusqu'à ce qu'un proche soit confirmé. Béatrice soupira. J'y réfléchirai. Mais si tu t'impliques, sache que ce ne sera pas simple. Lucie hocha la tête, fermement. Je n'ai pas besoin de simplicité. Je veux juste que justice soit faite pour Daniel. Pendant ce temps, au commissariat, Samuel avait été placé en garde à vue. Il n'a pas répondu. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas résisté. Il est resté silencieux. Dans la salle de surveillance, Carlos était assis à côté de Marie, regardant le flux de la caméra. Il n'a jamais frappé le garçon, dit Marie, les yeux rivés sur l'écran. Il n'y a aucune trace de violence physique. Mais la négligence, ou même le mépris volontaire, peut tout aussi bien tuer un enfant, murmura Carlos. C'est pire que de frapper, a-t-il ajouté, parce que c'est silencieux. Et ça dure. Marie a ouvert un dossier. Lorsque le tribunal examinera cette affaire, Samuel pourrait être placé en probation, avec une formation parentale obligatoire. En attendant, demanda Carlos, qu'arrive-t-il à Daniel, s'il n'y a personne d'autre? Marie n'a pas répondu. À l'hôpital merci, Daniel s'est réveillé au milieu de la nuit. Lucie somnolait sur la chaise à côté de son lit. Le garçon tourna la tête en gémissant doucement. Ses yeux étaient encore embrumés par la fièvre, mais lorsqu'il vit Lucie, il parla d'une voix faible. Madame Lucie. Elle s'est réveillée en sursaut. Tu es réveillée, chérie. Daniel regarda autour de lui, ses lèvres bougeant légèrement. Où est papa? Lucie déglutit. Ton père, il ne peut pas être là en ce moment. Mais tu vas bien. Je suis là avec toi. Le garçon resta silencieux un moment, puis demanda doucement. Dois-je rentrer à la maison? Non, dit-elle fermement. Du moins pas maintenant. Tu restes ici, en sécurité. Et personne ne te forcera à t'excuser d'être malade. Daniel ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue, trempant l'oreiller mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de soulagement. Le lendemain matin, à l'hôpital merci,
le calme était inhabituel. La pluie de la veille avait laissé des traces sur les vitres. Dans la chambre 214, Daniel dormait sur un lit d'hôpital blanc, la tête posée sur un oreiller fin, les deux mains sur le ventre, une perfusion fixée au dos de sa main gauche. Lucie n'avait pas quitté l'hôpital. Elle était juste sortie pour prendre un café bon marché à la cafétéria, puis était retournée s'asseoir à côté du lit de Daniel. Vers 3 heures du matin, sa fièvre était revenue, pas aussi élevée que lors de son admission, mais suffisamment pour le laisser faible et gémissant. Mademoiselle Lucie, la voix de Daniel était faible comme du papier tandis qu'il remuait. Lucie se pencha. Je suis là. Comment te sens-tu? Il fronça les sourcils. Ma tête me démange encore. Le médecin sera bientôt là, dit-elle. Ils vont arrêter ça. Elle toucha doucement son front, encore chaud, mais meilleur que la nuit précédente. La porte s'ouvrit. Le docteur Matthew Harris entra, suivi d'un autre médecin, Angela Morris, dermatologue pédiatrique. Isabelle, l'infirmière qui avait accompagné Daniel dans l'ambulance, suivait. Le docteur Morris était petite, portait des lunettes rondes et avait les cheveux soigneusement attachés en arrière. Elle sourit doucement à Lucie, puis se tourna vers Daniel. Bonjour Daniel. Je suis le docteur Morris. Puis-je examiner la peau à l'arrière de votre tête? Daniel hocha doucement la tête. Lucie l'aida à s'asseoir tandis que le docteur Morris retirait soigneusement le pansement. La lumière blanche et crue illumina la zone enflammée. Même Lucie, qui l'avait déjà vue, dut détourner le visage. Le docteur Morris examina attentivement et hocha légèrement la tête. C'est pire que prévu. Il y a des tissus nécrotiques sur les bords de la plaie. Le gonflement s'est propagé de la nuque au cou et commence à atteindre l'arrière de l'oreille gauche. Cela fait au moins 10 à 12 jours que cela se développe. Le docteur Matthew a ajouté. Nous sommes en présence d'une cellulite de stade 2. Elle pourrait évoluer vers le stade 3 si nous ne parvenons pas à la maîtriser à temps. Nous devrons surveiller la réponse aux antibiotiques heure par heure. Lucie agrippa la coudoir de la chaise. Est-ce dangereux, docteur? Le docteur Morris a répondu avec un ton calme et professionnel. Sans traitement approprié, cela peut entraîner une septicémie. Pire encore, si le tissu nécrotique s'étend, il pourrait perdre définitivement la sensibilité de certaines parties de son cuir chevelu. Nous avons commencé l'administration d'antibiotiques par voie intraveineuse. L'important maintenant est de savoir si son corps réagit. Daniel gémit doucement. Le docteur Morris se pencha plus près. Est-ce que ça fait très mal, chérie? Je vais bien, murmura-t-il en serrant le drap. Lucie ne pouvait plus se retenir. Il va bien, parce qu'il a dû vivre avec ça pendant plus d'une semaine. Et personne ne l'a aidé. Le docteur Morris posa doucement une main sur l'épaule de Lucie. Tu as bien fait. Maintenant, on prend le relais. Mais tu as besoin de repos. Il a besoin de quelqu'un de fort à ses côtés, pas de quelqu'un qui s'épuise. Lucie eut un sourire fatigué. Je suis forte. C'est juste que, j'ai mal au cœur. 1 heure plus tard, Daniel fut transféré dans une salle de soins spécialisée. L'infirmière Isabelle et un autre aide-soignant, Jacques, étaient chargés de nettoyer la plaie. Lucie n'était pas autorisée à entrer. Elle se tenait dans le couloir, observant à travers la vitre dépolie. Les sons à l'intérieur étaient étouffés, mais elle vit Daniel tressaillir lorsqu'on lui toucha le cuir chevelu. Son visage se tordit non pas en un cri, mais en un gémissement contenu. Sa bouche bougeait silencieusement. Lucie lisait sur ses lèvres à travers la vitre. Je suis désolée. Je ne le laisserai pas se salir à nouveau. De l'intérieur, Isabelle tourna la tête. Son regard croisa celui de Lucie, triste, désolée, impuissant. Cet après-midi-là, Béatrice retourna à l'hôpital. Elle était accompagnée d'un nouveau membre du personnel, Andrew Callahan, responsable des cas de négligence envers les enfants. Il était grand, avec des cheveux courts et bouclés, et son visage buriné témoignait de ses années d'expérience. Sa démarche était posée, lourde du poids de ses responsabilités. Lucie, dit Béatrice en tirant une chaise à côté d'elle. Nous avons du nouveau. Lucie leva rapidement les yeux. Nous avons contacté Margaret Jenkins, la sœur de Samuel. Elle vit à Springfield. Divorcée. Sans enfant. Lorsqu'elle a entendu le nom de Daniel, elle est restée silencieuse un long moment, puis s'est mise à pleurer. Elle est en route pour Chicago. Lucie expira,
mais son visage resta prudent. Est-ce qu'elle connaissait Daniel? Béatrice hocha la tête. Elle s'est occupée de lui quand il était tout petit, mais elle a perdu contact après une dispute avec Samuel. Il est du genre à accuser tout le monde, marmonna Lucie. Andrew a ouvert son bloc-notes. Madame Lucie, pouvez-vous confirmer, une dernière fois, qu'avant que le garçon ne soit amené à l'hôpital, son père a-t-il commis des actes pouvant être considérés comme des violences physiques? Lucie secoua la tête. Non. Mais le garçon était terrifié. Pas de pleurs, pas de plaintes, juste le silence et des excuses. Cela, dit Andrew doucement, est aussi une forme d'abus. Béatrice a continué à prendre des notes. Nous sommes d'accord. Et Margaret pourrait être une tutrice compétente, si elle est vraiment engagée. Quand pourrait-il être placé chez elle? Demanda rapidement Lucie. Pas tout de suite, répondit Béatrice. Nous devons remplir les formalités administratives et vérifier ses conditions de vie. Cela pourrait prendre quelques jours. Lucie jeta un coup d'œil à l'horloge. Je resterai ici jusqu'à ce que tout soit réglé. Le ton d'Andrew s'adoucit. Je ne crois pas que tu sois de sa famille, mais je vois bien que, le garçon te fait confiance. Et c'est le plus important. Ce soir-là, Daniel fut ramené dans sa chambre habituelle après le traitement de sa blessure. Quand Lucie entra, il sourit son premier vrai sourire depuis leur rencontre. Tu es toujours là. Lucie hocha la tête. Je suis toujours là, peu importe la longueur de la nuit. Daniel hocha la tête en retour, les paupières tombantes. Tu n'es pas comme les autres adultes. Pourquoi penses-tu ça? Demanda-t-elle doucement. Parce que, tu ne m'as pas quitté. Tu as touché ma tête, même si elle était sale. Lucie lui tenait la main, les yeux rouges et lourds d'émotion. Personne n'a le droit de vous faire honte parce que vous souffrez. Personne. Daniel hocha de nouveau la tête, cette fois avec une assurance tranquille. Il ferma les yeux et, pour la première fois, il n'entendit ni gémissement ni tressaillement de peur. Lucie était assise tranquillement dans le noir, écoutant le bip régulier du moniteur cardiaque. Fragile, mais toujours en activité. Le lendemain matin, le ciel restait couvert, une épaisse couverture grise drapait Chicago. Dans un petit bureau du département de la protection de l'enfance du comté de Cook, Samuel était assis, la tête baissée, les doigts tapotant le bureau à un rythme lent et nerveux, comme s'il essayait de garder un certain sentiment de contrôle. En face de lui étaient assis Béatrice Thomas et Andrew Callahan, tous deux sérieux, l'inquiétude clairement gravée sur leur visage. Monsieur Samuel, commença Béatrice d'un ton calme mais ferme, nous aimerions mieux comprendre votre situation afin d'avoir une vision complète de cette affaire. Il s'agit d'un entretien d'évaluation, et non d'un interrogatoire pénal. Mais vos réponses auront une incidence directe sur vos droits de garde. Samuel croisa les bras, sur la défensive. Que sais-tu de moi pour pouvoir te croire capable de juger? J'ai élevé ce garçon seul pendant 8 ans. Il n'a jamais souffert de faim. Il a eu une éruption cutanée, et maintenant tu agis comme si je l'avais torturé. Andrew prenait des notes régulières, les yeux fixés sur la page. Vous avez dit qu'il avait des démangeaisons. Pouvez-vous nous dire quand Daniel a commencé à présenter des symptômes, et lesquels? Il y a environ 2 semaines, répondit Samuel sèchement. Il n'arrêtait pas de se gratter la tête. J'ai cru que c'était des pellicules, alors j'ai acheté du shampoing bon marché au magasin du coin. Avez-vous déjà vu des saignements, du pus ou une odeur inhabituelle? Demanda Béatrice. Samuel soupira. Oui. Il y avait des pertes. Et ça sentait mauvais. Mais j'ai appliqué de la pommade. Quel genre de pommade? Demanda Andrew en levant les yeux. Un nom précis? Je ne me souviens plus. De la crème à la menthe achetée au marché aux puces, mélangée à un peu de sel. Ma mère en utilisait autrefois. Béatrice jeta un coup d'œil à Andrew, puis demanda. Avez-vous déjà pensé à l'emmener chez un médecin? Samuel haussa les épaules. J'ai perdu confiance dans le système médical. Les hôpitaux sont bondés, chers et regorgent de tactiques alarmistes. Un jour, j'ai accueilli Daniel juste pour une toux et j'ai fini par payer une centaine de dollars plein de médicaments dont il n'avait même pas besoin. Andrew tapota légèrement son stylo contre le presse-papier. Savez-vous qu'en vertu de la loi de 2006 sur la protection de l'enfance, retarder un traitement médical nécessaire pour un mineur peut constituer une négligence grave? Samuel émit un rire amer. Des lois, des lois, des lois.
Pourquoi n'essaies-tu pas d'élever un enfant seul avec 900$ par mois? Béatrice adoucit son ton. Personne ne nie tes difficultés financières, Samuel. Mais l'argent n'est jamais une raison valable pour laisser un enfant souffrir d'une infection grave pendant 2 semaines sans traitement. Il se leva brusquement de sa chaise, en colère. Je ne l'ai pas négligé. Je ne l'ai pas frappé. Je ne suis pas un de ces ivrognes à la télé qui frappent leurs filles. Andrew se tenait également debout, calme et mesuré. Tu as raison. Tu ne l'as pas frappé. Mais parfois, le silence est pire qu'une gifle. Ton fils s'est excusé d'avoir été malade. Il pense que c'est de sa faute. Ça n'arrive pas par hasard. Samuel resta figé un instant. Son expression n'était plus innocente. Béatrice continua doucement. Nous avons contacté votre sœur, Margaret Jenkins. Elle est en route pour Chicago. Elle pourrait demander la tutelle. Samuel fronça les sourcils. Margaret? Qu'est-ce qu'elle y connaît en éducation? Elle n'est jamais venue à un seul anniversaire de Daniel. Peut-être, répondit Béatrice. Mais elle a pleuré en apprenant son état. Et elle arrive. Pendant que tu continues à chercher des excuses. Il se laissa retomber sur sa chaise en marmonnant. Je n'ai personne. Pas de babysitter. Pas d'argent. J'essaie juste de tenir le coup. Andrew a demandé prudemment. Ces derniers mois, avez-vous souvent laissé Daniel seul à la maison? Samuel ne répondit pas. Béatrice continua. Des voisins ont rapporté l'avoir vu seul devant votre appartement, ou assis dans la cage d'escalier pendant des heures. Interrogé, il a répondu qu'il attendait son père. Admettez-vous cela? Samuel murmura, à peine audible. Oui. Mais, je lui ai dit de rester à l'intérieur. Il n'écouta pas. Béatrice le fixa du regard. Il a 8 ans, Samuel. Ce n'est pas un adulte. Il ne sait pas soigner une plaie infectée, préparer à manger ou distinguer les bonnes personnes des mauvaises. C'est un enfant. Plus tard dans l'après-midi, Béatrice et Andrew visitèrent le vieil immeuble où vivaient Samuel et Daniel. C'était une ruelle étroite et humide, côté ouest. Ils frappèrent à une porte du 3e étage. Une femme âgée ouvrit, Madame Dorothy, plus de 70 ans, cheveux blancs, une canne à la main. Désolé de vous déranger, nous sommes de la protection de l'enfance. Avez-vous déjà eu affaire à un garçon nommé Daniel qui habitait au-dessus? Les yeux de Madame Dorothy s'écarquillèrent. Oui, ce pauvre garçon maigre, il avait toujours l'air sur le point de pleurer, mais il ne le faisait jamais. Je lui apportais des biscuits. Béatrice lui offrit un sourire doux et triste. As-tu déjà entendu des bruits étranges ou été témoin de quelque chose d'inhabituel provenant de l'appartement de son père? Elle soupira profondément. Plusieurs nuits, je l'entendais tousser comme un dingue. Une fois, vers 2 heures du matin, j'ai entendu frapper à ma porte. Je l'ai ouverte et je l'ai trouvé pieds nus, disant « J'ai froid ». Papa a fermé la porte à clé et s'est endormi. Ça m'a brisé le cœur. Andrew a tout noté. L'as-tu déjà signalé? Je ne savais pas qui appeler. Je me suis dit que si j'appelais la police, il serait emmené quelque part. Alors je l'ai serré dans mes bras, je l'ai enveloppé dans une couverture et je l'ai raccompagné à l'étage. Béatrice hocha la tête. Merci. Ce que vous nous avez dit est très important. Pendant ce temps, de retour à l'hôpital Merci, Lucie discutait avec Isabelle dans le couloir. Daniel s'était endormi après son injection d'antibiotiques. Infirmière Isabelle. Lucie a demandé, avez-vous vu beaucoup de cas comme celui-ci? Isabelle expira. Plus que je ne l'aurais souhaité. Mais Daniel, il est différent. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il s'est juste replié sur lui-même, comme s'il s'était construit une petite boîte invisible pour y vivre. Lucie hocha la tête, les yeux rouges. Il a peur d'embêter les adultes. Isabelle lui prit la main. Tu as brisé cette boîte. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Ce soir-là, dans un bureau vide de l'hôpital, Carlos était assis avec un avocat du ministère de la Justice, Monsieur Jonathan Eastman, chargé de superviser les aspects juridiques de l'affaire. Nous avons suffisamment de preuves pour demander officiellement la suspension de la garde, a déclaré Jonathan, mais pour que Margaret obtienne la tutelle, elle devra démontrer ses capacités. Combien de temps cela va-t-il prendre? Demanda Carlos. Quelques jours, si tout se passe bien.
Carlos resta silencieux un moment, puis dit, « Espérons simplement que Daniel ne perdra pas à nouveau confiance dans les adultes avant que cela n'arrive. » À midi, le soleil commençait à percer, mais dans la chambre 214 de l'hôpital Merci, personne ne le remarqua. Lucie était assise sur une chaise en plastique accolée au lit. Daniel, immobile, respirait régulièrement après sa prise d'antibiotiques matinale. Ses yeux étaient ouverts, il n'avait plus de fièvre, mais un voile persistait. La porte s'ouvrit doucement. Une grande femme aux cheveux noirs courts et professionnels entra, portant un sac en cuir marron. Son badge indiquait « Sylvia Newton, psychologue pour enfants ». Béatrice la suivait. « Lucie », murmura Béatrice, « voici le docteur Sylvia. Elle est là pour évaluer l'état psychologique de Daniel. C'est nécessaire pour le dossier des services de protection. » Lucie se leva et lui serra la main. Sylvia la serra doucement, puis se tourna vers le garçon avec un regard doux. « Daniel » appela-t-elle doucement. Il ne répondit pas, il lui jeta simplement un regard prudent et circonspect. Sylvia s'approcha, ne s'asseyant pas en face de lui, mais se laissant tomber sur le sol à côté du lit, à son niveau des yeux. « Je ne suis pas le médecin qui examine votre tête, dit-elle doucement. Je ne fais pas d'injection. Je ne toucherai pas à votre blessure. Je veux juste rester assise ici, si vous êtes d'accord. » Daniel la regarda, puis Lucie. Lucie hocha la tête pour la rassurer. Il ne dit rien, mais ne se détourna pas, juste assez pour que Sylvia comprenne que cela signifiait « oui ». « Je m'appelle Sylvia », poursuivit-elle d'une voix douce comme le vent. « Mon travail consiste à parler aux enfants fatigués, tristes, qui n'ont pas envie de parler. Pas pour repérer les erreurs, juste pour écouter. » Daniel cligna des yeux, lentement cette fois. La lumière de la fenêtre effleura son visage. Il dit doucement, « Tu vas dire à mon père ce que je dis ?» Sylvia secoua la tête. « Non. Je ne dirai rien à personne qui t'effraie. Je vais juste écrire dans un carnet pour aider les médecins à mieux te comprendre. Mais seulement si tu me laisses faire. » Le garçon hésita, puis fit un léger signe de tête. Sylvia ouvrit un petit carnet. « Comment vous sentiez-vous en vous réveillant ce matin ?»« Ça me démange, » répondit faiblement Daniel, « mais pas autant qu'hier. »« As-tu rêvé de quelque chose ?» Il secoua la tête, puis ajouta, « Je ne veux pas rêver, car si je rêve, je me réveillerai à nouveau là-bas. » Où ? Daniel ne parlait pas. Son regard se posait lentement du plafond à ses paumes. Dans le vieil appartement. Là où la fenêtre fuit. Là où papa dort toute la journée. Là où je n'ai pas le droit d'ouvrir trop souvent le réfrigérateur. Sylvia n'a pas écrit, elle a juste demandé gentiment, « Pourquoi n'as-tu pas eu le droit d'ouvrir le réfrigérateur ?» Papa a dit que le réfrigérateur consomme trop d'électricité. Si je l'ouvre, le froid s'échappe. Je ne peux prendre que de l'eau. Je ne peux pas l'ouvrir plus de 3 secondes. Lucie se mordit la lèvre. Béatrice soupira et se détourna. Sylvia continua, « As-tu déjà eu faim, Daniel ?» Il hésita, puis dit, « J'ai déjà déjeuné à l'hôpital. Riz, carottes et pudding. Avez-vous apprécié ? » Oui. Une pause. Puis il ajouta, à peine plus aucun murmure, « Mais je ne mangeais pas du tout avant, parce que papa disait de ne pas trop manger. » Lucie faillit se lever, mais Sylvia lui fit doucement signe de rester assise. Elle a demandé, « Pourquoi ne pas trop manger ? » Parce que les gens penseront que tu es gourmand. Parce que tu prendras alors la part des autres. Parce que trop manger fait de toi un fardeau. Sylvia hocha lentement la tête. « Tu te prends pour un fardeau, Daniel ?» Il ne répondit pas, mais ses yeux devinrent rouges. Lucie s'avança pour lui tenir la main, mais Sylvia secoua soudainement la tête. « Daniel, » dit le docteur d'une voix très douce, « quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu le dérangeais ?» Le garçon hocha la tête. « OMS ?» Daniel enfouit son visage dans l'oreiller. « Papa. Plusieurs fois. Quand je toussais. Quand je demandais des nouvelles de maman. Quand je pleurais. Et qu'as-tu fait après ça ? Je me suis tu. Je me suis mordu la langue. J'ai serré les poings. J'ai dormi en ayant faim. J'ai arrêté de poser des questions. Je n'ai pas toussé devant lui. » Sylvia laissa échapper un léger soupir. « Tu as été si fort. Tu as fait de ton mieux pour ne déranger personne. Mais Daniel, les enfants ont le droit d'avoir besoin des autres.
Daniel resta silencieux, puis se tourna vers Lucie. Il parla comme une confession. Hier, j'ai mangé du dessert. Je n'ai pas demandé la permission. Je pensais que tu étais parti et que tu ne reviendrais pas. Lucie ne pouvait pas rester assise. Elle lui prit la main. Non, ma chérie. Je suis juste allé chercher de l'eau. Je ne te quitterai jamais. Même pas un jour. Daniel la regarda, puis Sylvia. Alors, si je souffre, ai-je le droit de dire quelque chose? Sylvia sourit, son premier sourire depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Non seulement tu as le droit de dire quelque chose, mais tu dois le faire. Parce que maintenant, tu as quelqu'un qui t'écoute. Cet après-midi-là, Lucie était assise dans le couloir. Sylvia sortit, ferma son carnet et s'assit à côté d'elle. Il est très intelligent. Mais ses mécanismes de défense sont suractivés. Daniel ne sait pas où se situe la limite entre endurer et survivre. Lucie demanda doucement, est-ce qu'il ira un jour mieux? Sylvia expira. Physiquement, probablement. Mais émotionnellement, ça demandera du temps et de l'amour. Tu es la première personne qui lui a donné le sentiment d'avoir le droit d'exister sans avoir à s'excuser. Lucie serra les poings. Je n'ai jamais été mère. Mais quand je l'ai regardé, j'ai su que je devais faire quelque chose. Non pas parce que je suis sage, mais parce que je ne pouvais pas me détourner. Sylvia sourit tristement. Et c'est exactement ce qui te rend différente. Un peu plus tard, Béatrice et Carlos arrivèrent à l'hôpital avec des nouvelles officielles du tribunal. Une suspension temporaire des droits parentaux de Samuel avait été approuvée, en attendant le procès. Margaret Jenkins, la tante paternelle de Daniel, avait été provisoirement approuvée comme tutrice potentielle. Lucie a reçu la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Est-ce qu'elle vient? Elle est en route. Elle sera là ce soir, répondit Béatrice. Est-ce que Daniel est au courant? Pas encore, répondit Carlos. Nous voulions qu'il soit stable avant de le lui dire. Lucie hocha la tête. Laisse-moi lui dire. Si ça te va, j'aimerais être celle qui le lui dira. Béatrice sourit. Tu as gagné sa confiance, Lucie. Carlos a ajouté, et vous avez prouvé que vous êtes bien plus qu'un simple coiffeur. Lucie ne sourit pas. Elle regarda simplement la porte de la chambre de Daniel. Il est resté silencieux trop longtemps. Si personne ne prend sa défense, il ne lui restera que le silence. Ce soir-là, les lampadaires de l'hôpital Merci vacillaient. Une lueur jaune terne s'étendait sur les murs fissurés, tandis qu'une brise estivale précoce s'infiltrait par la porte entr'ouverte de la chambre 214. Daniel était immobile, pas endormi. Ses yeux étaient mi-clos, fixés au plafond, sa respiration douce et régulière, comme s'il essayait de ne déranger personne. Lucie était assise à côté de lui et lisait un livre d'images à voix haute. Elle savait qu'il n'écoutait pas vraiment, mais elle lut quand même. Parfois, les enfants ont juste besoin d'entendre la voix d'un adulte comme un battement de cœur à côté d'eux, non pas pour comprendre les mots, mais pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. Un léger coup à la porte. Béatrice entra, le visage légèrement tendu, comme si elle apportait des nouvelles mais ne savait pas par où commencer. Lucie leva les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Béatrice jeta un coup d'œil à Daniel, puis s'approcha et murmura. Le tribunal a officiellement ordonné la détention de Samuel. Il sera incarcéré à la prison du comté de Cook jusqu'à la fin de l'enquête. Lucie expira lentement. Il a dit quelque chose? Béatrice hocha la tête à voix basse. Il a demandé un appel. Nous l'avons autorisé. Et il n'a demandé qu'une chose, Margaret est-elle vraiment venue? Lucie regarda Daniel. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Elle est en route, oui, confirma Béatrice. Margaret Jenkins vient de descendre du train à Union Station. Elle sera là dans une trentaine de minutes. Lucie hocha légèrement la tête. Je veux être celle qui le lui annoncera. Béatrice hésita. Tu es sûre? Oui. Il doit être préparé. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il la reconnaisse dès qu'elle entre. Béatrice comprit. Elle recula et referma doucement la porte. Lucie se tourna vers Daniel et posa le livre. Daniel? Il se tourna vers elle, sans surprise. Papa a été arrêté, n'est-ce pas? Lucie marqua une pause. Qui t'a dit ça? J'ai entendu une infirmière chuchoter dans le couloir.
Lucie hocha la tête. Oui. Mais pas parce que c'est une mauvaise personne. Parfois, même les adultes ont besoin d'être mieux éduqués. Daniel baissa les yeux sur ses mains. Est-ce que je vais dans un orphelinat? Non, répondit rapidement Lucie. Quelqu'un vient te voir. Quelqu'un de très spécial. Ta tante. Elle s'appelle Margaret. Daniel cligna des yeux. Elle se souvient encore de moi. Lucie sourit. Elle te tenait dans ses bras quand tu n'étais qu'un bébé. Et hier, en entendant ton nom, elle a pleuré. Elle revient maintenant te voir. Daniel tourna la tête vers l'oreiller. Et si elle ne me reconnaît pas? Lucie lui frotta doucement le dos. Alors j'arrive et je l'aiderai à se souvenir. Une demi-heure plus tard, l'ascenseur de l'hôpital sonna. La porte s'ouvrit et une femme en sortit. Elle portait un manteau marron clair, les cheveux bouclés emportés par le vent du train. Margaret Jenkins, la sœur de Samuel, avait la quarantaine, le visage fatigué par le voyage précipité. Mais ses yeux s'illuminèrent lorsque Béatrice la salua. « Daniel est-il là » demanda-t-elle. Béatrice hocha la tête. Chambre 214. Il attend. Margaret ne dit rien d'autre. Ses pas étaient rapides. Elle faillit courir, puis s'arrêta sur le seuil, hésitante. Sa main tremblait. Béatrice posa doucement une main sur son épaule et murmura « Entre, il a besoin de toi ». Lucie leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit. Daniel était allongé sur le côté, le dos tourné, mais il se retourna dès qu'il entendit le bruit. Son regard croisa celui de Margaret, et pendant quelques secondes, personne ne parla. Daniel, appela doucement Lucie, ta tante Margaret est là. Daniel se redressa légèrement, fixant toujours la femme devant lui. Margaret s'avança, la voix tremblante. Tu as tellement grandi, dit-elle, je suis désolée de ne pas être venue plus tôt. Daniel ne répondit pas. Il demanda simplement, d'une voix à peine audible, tu te souviens encore de moi? Margaret hocha vivement la tête, les larmes aux yeux. Je me souviens de toi. À chaque anniversaire, je te gardais un petit gâteau, mais ton père ne répondait jamais à mes messages. Daniel serra les lèvres, puis, comme une branche qui retrouve enfin ses racines, il murmura, je me souviens que tu disais des berceuses et du parfum d'orange. Margaret s'assit au bord du lit. Elle retira son écharpe, sortit un petit flacon de parfum aux agrumes de la poche de son manteau et le vaporisa sur son poignet. Celui-ci, tu t'en souviens encore? Daniel hocha la tête, puis il tendit la main la première fois depuis son admission et la serra fort dans ses bras. Margaret tremblait dans ses bras. Lucie se détourna, les yeux brûlants. Béatrice murmura, je crois qu'il a enfin trouvé sa place. Cette nuit-là, les médecins autorisèrent Margaret à dormir dans la chambre d'Ax sans grave côté. Alors que Lucie s'apprêtait à partir, Daniel appela « Mademoiselle Lucie ». Elle se retourna. « Oui, mon cœur ? Tu reviendras quand même, n'est-ce pas ?» Lucie s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. « Je reviendrai tous les jours. Je ne vais pas loin. » Daniel hocha légèrement la tête, puis ajouta « Tiens. Je n'ai plus besoin de m'excuser d'avoir mal, n'est-ce pas ?» Lucie ne pouvait pas parler. Elle lui serra simplement la main et hocha la tête, tandis que des larmes coulaient sur ses doigts. Margaret resta silencieuse, les yeux humides. Lucie leva les yeux vers elle. « Emmenez-le dans un endroit paisible. Ne le laissez plus jamais réapprendre à se taire. » Margaret hocha la tête d'une voix assurée. « Je ne laisserai personne le forcer à s'excuser d'être un enfant. » Cette nuit-là, dans une cellule froide de la prison du comté de Cook, Samuel était assis sur le lit métallique, les mains sur la tête. Un gardien, Luc, passa et s'arrêta. « Tu veux passer un autre appel ?» Samuel ne répondit pas. Luc ajouta, « Votre fils, il s'est réveillé. Il va mieux. Madame Margaret est arrivée. » Samuel leva les yeux. « Il a demandé de mes nouvelles ?» Luc secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais il dort, toujours accroché à son poignet. » Samuel baissa la tête. Pour la première fois, il n'y avait aucune résistance, juste un homme silencieux, vidé de l'intérieur. 3 semaines après l'arrivée de Margaret à Chicago, Daniel quitta officiellement l'hôpital Mercy. Ce jour-là, le soleil brillait doucement et le ciel bleu pâle semblait promettre quelque chose de nouveau. Le garçon était assis à l'arrière de la voiture, la fenêtre légèrement ouverte, la brise caressant ses cheveux.
Les plaies sur son cuir chevelu étaient presque guéries, ne laissant que quelques taches rose pâle sur sa nuque. Il portait un petit bonnet bleu, cadeau de l'infirmière Isabelle. « Tu te sens bien ?» demanda Margaret d'une voix pleine de tendresse. « Oui », répondit Daniel en regardant par la fenêtre. « Où m'emmènes-tu ?»« Chez moi », sourit Margaret. « Springfield. Ce n'est pas très loin. Il y a un jardin, des chats, un pommier, et du flan. Le genre que tu aimes. » Daniel sourit doucement, pour la première fois devant un adulte autre que Lucie. Margaret le vit et serra le volant plus fort. Son cœur se serrait encore en se remémorant la première fois qu'elle l'avait revu au mince, timide, et la façon dont il lui avait demandé « Tu te souviens encore de moi ?» Comme s'il avait été oublié depuis bien trop longtemps. La voiture s'engagea sur un étroit chemin de terre menant aux abords de Springfield. Une maison couleur crème pâle apparut entre deux hautes rangées d'arbres simples, mais chaleureuses. Daniel sortit de la voiture, tenant toujours le petit sac en tissu qui contenait ses quelques affaires, un carnet de croquis, un vieux peigne et un dessin que Lucie lui avait donné. « Veux-tu voir le jardin ?» demanda Margaret en ouvrant le portail. Daniel hocha la tête, les yeux écarquillés à la vue d'une clôture bordée de lavande et de deux chats se prélassant sur les marches d'entrée. « Celui-là, c'est Matthew » dit Margaret en désignant le chat blanc, et le gros, c'est Rosita. Ils sont tout aussi paresseux. Daniel gloussa. Je n'ai jamais eu de chat avant. Eh bien, c'est le moment de commencer, dit Margaret. Je pense qu'ils vont apprécier. À l'intérieur de la maison, Margaret a montré à Daniel sa propre chambre, un petit espace avec une grande fenêtre donnant sur le jardin, une literie verte et un bureau avec un cadre photo vide. C'est ta chambre. Tu peux dessiner, lire, faire ce que tu veux. Daniel entra, posa son sac, puis se retourna, hésitant. Je peux fermer la porte à clé? Margaret marqua une pause, puis s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. Tu n'as pas besoin de fermer à clé. Mais si tu veux, je respecterai ton choix. Ici, tu as droit à ton espace. Daniel hocha doucement la tête. Quelque chose en lui, quelque chose d'infime mais d'important commença à se détendre. Le lendemain, Margaret emmena Daniel dans une clinique dermatologique à Springfield. Le médecin était un homme d'âge moyen, le docteur Julian Fernandez, originaire du Texas, à la voix chaleureuse et à l'humour enjoué. « Salut, petit prince » dit-il dès qu'il aperçut Daniel. « La prochaine fois, prends des lunettes de soleil, ta belle tête reflète trop la lumière. » Daniel esquissa un sourire timide et regarda Margaret. Elle hocha la tête, l'encourageant à se détendre. Le docteur Julian a examiné le cuir chevelu et a hoché la tête en signe d'approbation. « La guérison est bonne. Continuez à appliquer une crème hydratante pendant quelques semaines encore et évitez l'exposition directe au soleil. Et surtout, ne vous grattez surtout pas. Je vais essayer, dit doucement Daniel. Julian le regarda et ajouta, tu sais, personne ne naît en sachant tout. Mais tout le monde a le droit de réapprendre. Même les adultes. Surtout ceux qui t'ont fait du mal. Daniel hocha la tête. Cette fois, son regard ne se détourna pas. Une semaine plus tard, Margaret l'emmena à un cours d'art pour enfants en ville. Il avait lieu au 2e étage de la bibliothèque publique. L'enseignante, Irène, avait des cheveux roux en bataille, des yeux perçants et un sourire des plus chaleureux. « Tu dois être Daniel » dit-elle en s'agenouillant à sa hauteur. « J'ai entendu dire que tu étais un grand artiste. »« C'est vrai ?» Daniel jeta un coup d'œil à Margaret, puis fit un petit signe de tête. « Bon, alors, sourit Irène, commençons. Aujourd'hui, nous dessinons l'endroit où nous nous sentons le plus en sécurité. » Daniel s'assit, prit des crayons de couleur et commença à dessiner lentement, prudemment, comme s'il avait peur de se tromper. Mais dès les premières lignes, tout commença à prendre forme. 20 minutes plus tard, il posait le crayon. Le dessin représentait une maison jaune aux fenêtres ouvertes, une femme arrosant des fleurs, 2 chats faisant la sieste à ses pieds et un enfant assis à un bureau en train de dessiner. Irène s'est approchée et a demandé « Où est ton endroit sûr ?» Sans hésiter, Daniel répondit « Chez Margaret. » Margaret se tenait près de la porte, les yeux brûlants. Elle se détourna pour qu'il ne la voie pas essuyer ses larmes. Ce soir-là, après le dîner, Daniel accrocha le dessin au mur de sa chambre. Il était différent de l'ancien, celui de l'hôpital ou de Lucie en train de couper les cheveux. Celui-ci montrait la cuisine,
le jardin est griffonné d'une écriture brouillonne, je n'ai plus peur de rentrer à la maison. Margaret le regarda. Lucie te manque-t-elle? Daniel hocha la tête. Je veux lui envoyer le dessin. Alors, on ira à la poste demain. Tu veux écrire quelque chose au dos? Le garçon réfléchit un instant, puis écrivit « Merci, mademoiselle Lucie, de ne pas m'avoir quitté. » Pendant ce temps, à Chicago, le salon de coiffure de Lucie, sur Clark Street, brillait encore d'une lumière chaleureuse. Elle était sur le point de fermer lorsque la sonnette retentit au-dessus de la porte. Le facteur lui tendit une petite enveloppe marron de Springfield. Lucie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un dessin de Daniel souriant, debout à côté de Lucie qui coupait les cheveux, entouré de couleurs vives. Les mots au dos la stupéfièrent. Elle fondit en larmes, incapable de s'arrêter. Eleanor, sa cliente de longue date qui se rince les dents, s'avança. « Lucie, qu'est-ce qu'il y a ?» Lucie lui tendit le dessin. Eleanor le regarda et se tut. « Il t'a dessiné. » Souriant. Lucie essuya ses larmes. Il sourit parce qu'il n'a plus à s'excuser de souffrir. Elle a discrètement accroché le tableau derrière la caisse, là où tout le monde pouvait le voir. 2 mois après que Daniel ait quitté l'hôpital Mercy, la vie à Springfield était devenue paisible, comme si la blessure n'avait jamais existé. Daniel avait désormais des amis en cours d'art, dormait et mangeait régulièrement et envoyait à Lucie des lettres manuscrites chaque semaine comme des battements de cœur réguliers qu'elle craignait autrefois de ne plus jamais ressentir. À Chicago, le printemps est arrivé tôt. Les arbres de Clark Street ont déployé leurs tendres feuilles vertes, et le salon de coiffure de Lucie a recommencé à bourdonner. Mais Lucie n'était plus seulement la femme aux ciseaux. Elle était devenue un symbole discret de courage dans le quartier. Un vendredi après-midi, alors que Lucie organisait des rendez-vous, son facteur habituel, Ethan, entra, tenant une autre petite enveloppe. « Encore un de Springfield, » dit-il avec un sourire. « Tu manques vraiment à quelqu'un. » Lucie le prit, lui sourit en guise de remerciement et l'ouvrit derrière le comptoir. À l'intérieur se trouvait une nouvelle aquarelle. Lucie se tenait à côté d'un fauteuil de barbier. Dans le miroir, un petit garçon souriait avec éclat. Sur le coin du papier, le même parchemin affectueux disait « Merci, mademoiselle Lucie, de ne pas m'avoir quitté. Daniel. » Les larmes revinrent. Lucie se détourna et s'essuya rapidement les yeux. Eleanor, la plus ancienne cliente de la boutique, leva les yeux de son miroir. « Une autre lettre de ton chéri ?» Lucie hocha la tête. Il dessine, et il vit. Chaque image, c'est comme un battement de cœur, qui s'amplifie. Eleanor sourit. Tu devrais les encadrer. Tous. Juste ici. Pour que les gens sachent que la gentillesse existe encore. Lucie hocha doucement la tête, puis accrocha le nouveau dessin derrière le comptoir. À côté des vieilles photographies en noir et blanc, l'image colorée se détachait comme une déclaration tacite. La semaine suivante, Lucie a reçu un appel inattendu du département de la culture et des affaires sociales de Chicago. « Bonjour, je suis Martha Hill du ministère de la Culture et des Affaires sociales, » dit une voix solennelle. « Mademoiselle Lucie, vous êtes nominée pour le prix du citoyen courageux de cette année. Nous vous invitons à la cérémonie de remise des prix la semaine prochaine. » Lucie se figea. « Moi? Je ne suis qu'une coiffeuse. »« C'est précisément pour cela que vous avez été nommée, » répondit Martha. « Nous avons examiné le dossier du jeune Daniel Jenkins. Sans votre intervention, l'issue aurait pu être bien différente. » Lucie resta silencieuse quelques secondes, puis demanda doucement, « Qui m'a nominé ?»« Personne ne l'a dit explicitement, » répondit Martha, « mais je crois qu'il s'agissait peut-être d'un garçon de 8 ans nommé Daniel. » Une semaine plus tard, la cérémonie de remise des prix a eu lieu dans l'ancien hôtel de ville de Chicago. L'espace était formel, mais chaleureux. Dans cette salle historique en bois, plus d'une centaine d'invités étaient présents, travailleurs sociaux, citoyens ordinaires et familles. Lucie monta sur scène, vêtue d'une simple robe noire, les cheveux attachés. Debout devant le micro, elle serrait contre elle un discours plié, qu'elle avait écrit, déchiré et réécrit au cours de 3 nuits blanches. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire. « Je m'appelle Lucie. Je suis une personne ordinaire vivant à Pilsen. Je coupe les cheveux. » Quelques personnes ont ri doucement. Lucie poursuivit, « Ce jour-là, je voulais faire quelque chose de simple, couper les cheveux d'un garçon. Mais quand j'ai vu la blessure et son regard,
celui qui disait « S'il te plaît, ne me laisse pas seul », j'ai su que je ne pouvais pas me taire. Elle s'arrêta et prit une inspiration. Certains me trouvent courageuse, mais honnêtement, j'avais peur. J'avais peur que si je ne parlais pas, ce garçon n'aurait plus jamais l'occasion de s'exprimer. Et je me suis dit, si moi, une personne ordinaire, je ne faisais rien, qui le ferait? La salle devint silencieuse. Lucie a poursuivi, aujourd'hui, ce garçon est en bonne santé. Il dessine, il mange du pudding, il élève des chats. Et ce n'est pas seulement grâce à moi, mais aussi grâce à tous ceux qui n'ont pas lâché prise, le policier, les infirmières, les assistantes sociales, les voisins et une tante courageuse. Elle regarda le public. Margaret était assise au 3e rang, les bras autour de Daniel, qui portait une chemise blanche et avait les cheveux soigneusement coupés. Le garçon leva les yeux vers Lucie et rayonna avec le plus beau sourire qu'elle ait jamais vu. Lucie hocha doucement la tête et conclut, « Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis qu'un élément d'une chaîne de petits gestes, des gestes qui peuvent sauver un enfant du silence. Et j'espère qu'après aujourd'hui, davantage de personnes choisiront de rompre le silence. » Les applaudissements ont déferlé comme une vague. Certains se sont levés. Margaret a essuyé ses larmes. Daniel a applaudi, puis s'est penché vers elle pour lui murmurer, « Elle est bien meilleure que toi en discours. » Margaret rit en l'attirant contre elle. Parce qu'elle parle avec son cœur. Après la cérémonie, Daniel est monté sur scène avec Margaret. Il tenait un nouveau dessin, cette fois, une vue d'ensemble de la scène de la cérémonie de remise des prix, avec Lucie debout sous les projecteurs. « Mademoiselle Lucie, j'ai un autre cadeau pour vous, » dit-il en lui tendant le dessin. Lucie se pencha pour le recevoir, trop émue pour parler. « Je t'ai dessiné en super-héros, » expliqua Daniel. « Pas de cape, pas de pouvoir. Juste des ciseaux, et un cœur vraiment immense. » Lucie rit à travers ses larmes. « Merci, Daniel. Mais je crois que ce cœur vient de toi. » Daniel secoua la tête. « Non. Tu l'avais déjà. C'est juste que tu ne l'as pas caché. » Ce jour-là, ailleurs, Samuel Jenkins était assis dans la salle d'audience du tribunal des affaires familiales de Chicago. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés. Son uniforme de prisonnier ne pouvait dissimuler l'affaissement constant de la défaite. La juge Alicia Robel a lu le dossier et a déclaré, sur la base des dossiers médicaux, des témoignages et du rapport psychologique du mineur, le tribunal met fin par la présente de manière permanente aux droits parentaux de M. Samuel Jenkins sur Daniel Jenkins. Samuel baissa la tête. Il ne protesta pas. Il ne pleura pas. Pas un mot. Le juge a poursuivi, la tutelle est par la présente accordée en totalité à Madame Margaret Jenkins, la tante paternelle de l'enfant, conformément aux souhaits exprimés par l'enfant et à son aptitude démontrée à fournir des soins. Samuel leva les yeux et hocha lentement la tête. Pour la première et peut-être la seule fois, il avait fait ce qu'il fallait, lâcher prise sur quelque chose qu'il ne méritait plus. Ce soir-là, de retour à Springfield, Daniel accrocha un nouveau dessin au mur de sa chambre. Il se tourna vers Margaret, assise près de la fenêtre, en train de lire un livre. « Tante, puis-je en dessiner un de plus ?»« Bien sûr, ma chérie. »« Qu'est-ce que ce sera ?» Daniel réfléchit un instant. « Un dessin de tous ceux qui m'ont aidé, vous, Mademoiselle Lucie, l'infirmière Isabelle, l'agent Carlos, le docteur Maurice, Mademoiselle Béatrice. » Margaret sourit. « Comment l'appelleras-tu » Daniel répondit sans hésiter, ceux qui ne sont pas restés silencieux. Cette histoire est porteuse d'une puissante leçon de courage et de responsabilité civique. Parfois, le plus petit geste refusé de se taire face à la douleur d'autrui peut sauver une vie. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes parfaits. Ils ont besoin d'adultes qui les écoutent, qui interviennent lorsqu'ils ne peuvent pas s'exprimer. La négligence est une forme de violence. Et l'amour, même lorsqu'il arrive tard, peut encore guérir. Surtout, n'ignorez jamais l'inconfort ou la détresse d'un enfant. Ce pourrait être son dernier appel à l'aide.